Il a filmé tout ce qu'il a regardé. Et moi, je découvre un monde à travers ses yeux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne suis pas avec Alexandre parce que je suis en voyage et j'en ai profité pour faire une entrevue avec Morgane Gaël-Front, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Morgane. Salut Ludie. Salut. Alors pour faire un petit tour rapide de présentation, tu as fait une école de cinéma, tu as fait 2 courts-métrages, Out of the Blue et Ours, qui a très bien fonctionné en festival, qui a fait sa première internationale à la Berlinale et qui a été shortlisté pour les Oscars. Tu fais aussi beaucoup de slam et de poésie et tu fais partie d'un groupe de punk qui s'appelle Metacarp et qui est d'ailleurs à peu près en concert un peu en ce moment. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Non, je crois pas. Trop bien, trop cool. Et aussi pour la petite info, on se connaît, toi et moi, puisqu'on a fait de l'improvisation ensemble quand on était ados. Donc ça me fait super plaisir qu'on te reçoit dans le podcast. Alors on va commencer un petit peu par faire un petit tour sur ton parcours, du coup justement, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Comment est-ce que tu en es venu au cinéma ? Pourquoi le cinéma ? Alors, je crois que j'ai une histoire assez basique et commune avec ça, qui est que je faisais des petits films quand j'étais ado et que j'aimais bien faire du montage et bricoler avec ça. Et du coup, assez vite, c'est devenu un peu l'idée que je voulais étudier ça et puis me diriger principalement dans cette direction. Mais après, j'ai pas réussi tout de suite les concours pour entrer en école de cinéma, donc j'ai fait d'autres études avant. Et puis, je pensais que j'allais faire de la fiction pendant très très longtemps. Et en fait, c'est un peu cette école qui a tout changé. Donc, qui est la Haute École d'Art de Lucerne, qui est une filière de non-fiction, mais de non-fiction au sens large. Et du coup, c'est vraiment eux qui m'ont amenée vers le documentaire. Trop bien, oui, parce que tu fais, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des documentaires. Ou en tout cas, le premier, on pourrait dire plus un film de cinéma-essai, je pense, mais qui a des liens avec le documentaire. Et donc, tu es allée dans cette école et c'est là où tu as donc décidé que c'était acté maintenant, tu faisais du cinéma. Oui, après, je sais pas... Moi, j'ai pas l'impression d'avoir non plus signé un contrat à vie avec ce médium-là, et je crois que c'est un peu à chaque projet, à chaque sujet qui m'intéresse, je réfléchis si un film c'est vraiment le bon support pour en parler. Ouais, c'est exactement, c'était ce que je voulais te demander, hein, vu que tu fais aussi du slam et de la poésie, c'était comment est-ce que tu choisis ? Est-ce que tu choisis d'abord peut-être la thématique ou ce que tu veux travailler, puis ensuite tu dis quel médium va pouvoir exprimer mieux ça, ou est-ce que c'est l'inverse ? Ça se passe comment un peu ? Je pense que ça dépend vraiment des projets, mais c'est quand même souvent des thématiques qui sont importantes pour moi ou sur lesquelles je me questionne beaucoup, puis qui vont souvent ressortir sous plusieurs formes en parallèle. Mais après, c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que ça implique pas les mêmes choses. Porter un projet sur scène, ça va par exemple impliquer de le rejouer plein de fois, ce qu'un film implique pas forcément. Du coup, des fois, je réfléchis aussi à ça, sur comment j'ai envie de raconter cette histoire, comment j'ai envie de la porter lors de sa diffusion et des choses comme ça. Mais j'ai aussi une histoire assez rigolote avec un film expérimental que je considère raté, dans le sens j'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire avec. Et j'ai fait une chanson avec ce que j'avais pas réussi à dire dans le film, et c'est devenu une chanson très très bien. Donc des fois je me dis aussi peut-être que quand j'arrive pas à faire un film, c'est juste que ça doit être autre chose. C'est trop bien, ça me parle trop. Mini anecdote, moi aussi en ce moment je travaille sur une bande dessinée qui finit par raconter ce que je n'arrive pas à raconter. C'est toujours une bonne technique, mais trop chouette. Et du coup ton deuxième film, je l'ai dit, a été shortlisté pour les Oscars. C'est quand même assez dingue comme histoire. Enfin, c'est pas souvent qu'un deuxième film arrive à aller aussi loin dans la réception. Et du coup, comment c'était pour toi ton rapport à cette nouvelle ? Qu'est-ce que ça faisait d'avoir ça ? Alors, du coup, c'était mon film de diplôme. Et c'est vraiment très exceptionnel d'avoir cette visibilité-là, de faire autant de festivals, tout ça. Et ce truc des Oscars, quand j'ai eu un prix au Mexique qui m'a permis de m'inscrire. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout un truc concret pour moi. Je l'ai vraiment fait parce que j'avais la possibilité de le faire. Et quand il y a eu la shortlist, je sais pas, c'est tellement... Je me suis jamais imaginée, j'ai jamais trop rêvé des Oscars ou quoi que ce soit. Mais en même temps, ça m'a donné une visibilité en dehors du cercle strict des festivals de cinéma. Il y a eu quelques articles aussi dans des médias suisses là-dessus, ce qui était chouette, mais aussi par moments très stressant.
parce que voilà, ça générait beaucoup de réactions. Il y a aussi des personnes qui regardaient pas forcément le film, mais qui entendaient des interviews et qui du coup me contactaient sur la base de ce que j'avais dit de façon pas toujours très sympa. Donc ouais, tout ce stress autour de gérer la visibilité, ce que ça voulait dire pour moi, mais aussi pour le protagoniste, parce que j'estime que c'est aussi ma responsabilité. Ça, c'est devenu vraiment beaucoup. Et du coup, quand il y avait l'approche des nominations, j'étais dans un sentiment très ambigu de, en fait, quelque part, j'ai pas envie que ça arrive. Et en même temps, si je suis honnête, j'étais quand même un peu déçue de pas avoir la nomination. Mais c'était vraiment, ouais, c'était très bizarre comme période. Et est-ce que c'était quelque chose où tu étais accompagnée? Est-ce que tu avais des productrices qui géraient ça avec toi, ou c'était un peu en mode solo, tu devais gérer le stress et l'attention médiatique que ça a attiré? Alors, non, j'avais beaucoup de chance. Donc, c'est un film qui a été uniquement produit par mon école. Et en fait, techniquement, j'étais plus étudiant. L'école n'était pas obligée de m'accompagner dans ces étapes-là. Mais j'ai vraiment eu des profs qui ont été là tout du long pour répondre à mes questions, pour échanger avec moi, pour me soutenir. Et ouais, ça, c'est vraiment très, très important de pas être seule avec ce type de film. Complètement. On va en parler de la thématique. Je voulais encore te poser une question sur ce que tu as dit. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu as un avis sur le fait que ton film a aussi bien marché? Est-ce que pour toi, il y a une explication, ou c'est un peu parce que c'était le bon sujet au bon moment? Je pense qu'il y a un truc de l'actualité du sujet, mais il y a peut-être aussi que ça a pu parler à un spectre très très large de personnes. Des personnes qui étaient peut-être déjà convaincues de la question, mais qui trouvaient la démarche du dialogue intéressante, mais aussi des personnes qui étaient pas du tout du bord féministe et qui ont écouté avec ce film, qui se sont prêtés au jeu de la discussion. Donc ouais, je pense que c'est vraiment dû au dispositif assez unique avec le protagoniste qui a permis ça. Oui, et que je me réjouis qu'on aborde parce qu'effectivement, c'est assez unique. Encore une question par rapport à ça. Tu dis que du coup, tu as eu une attention médiatique. Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que ça a facilité, par exemple, la production de ton prochain film, d'avoir cette attention et cette reconnaissance finalement? Alors oui, de toute façon, ça facilite un peu parce qu'il y a aussi eu le prix du cinéma suisse, des choses comme ça. Enfin, forcément, les boîtes de production, il y en a beaucoup qui ont vu le film ou c'est plus facile quand les gens tombent déjà un peu dans leur radar. Mais après, ça fait pas tout non plus. Et les difficultés de refaire un film, elles restent. Et puis je pense qu'il faut pas non plus surestimer l'importance que ça a. Oui, parce qu'on en a un peu parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Aileen sur le cinéma en Suisse, mais du coup, peut-être question un peu générale, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que c'est possible de vivre du cinéma en Suisse quand on est réalisatrice émergent aujourd'hui? Parce que j'en connais plusieurs et j'ai l'impression que tout le monde me dit que c'est un peu dur quand même. Hein. Ouais, je sais pas, je pense que ça dépend beaucoup d'une situation à l'autre, ça dépend aussi des supports généraux auxquels on a accès, des filets de sécurité qu'on a ou pas, enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Moi, jusqu'à maintenant, je me suis débrouillée avec des petits temps partiels ou des jobs un peu autour du cinéma. Je fais de la modération pour des festivals, je travaille pour des critiques de cinéma, des choses comme ça, et j'avais un peu les prix de Ours. Mais ça, c'est exceptionnel, ça arrive normalement pas autant avec un court-métrage, c'est pas quelque chose sur lequel je peux compter sur le long terme. Donc non, là, je suis plutôt à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire d'autre, quand même un pourcentage un peu plus haut, ou bien de chercher un deuxième job, donc non. Ouais, j'ai discuté avec un auteur qui s'appelle Florent Morisseau, qui appelle ça son à côté de l'écriture. Tu cherches un à côté. Et du coup, désolée, ça m'intéresse un peu toutes ces questions, mais combien tu gagnes quand tu gagnes un prix en festival, généralement ? Alors, pour les courts-métrages, je crois qu'en moyenne, on peut dire que c'était 1 000 francs par prix. Des fois, ça a été un peu moins, un peu plus. Mais voilà, donc il en faut quand même beaucoup si tu veux vivre de ça. Ouais, là, c'est comme si un peu tu te défrayais, mais tu te rémunères pas nécessairement avec les prix. Non, d'autant plus que dans mon cas, j'avais pas de distributrice. Donc, tout le boulot de diffusion au festival, c'était moi avec le support de l'école qui envoyait le matériel à chaque fois. Donc, il faisait quand même une partie de la logistique. Mais ça reste que tout ça, c'est des heures de travail qui, théoriquement, étaient pas payées dans mon cas. Donc, j'ai eu la chance que ça puisse être un minimum rentable avec justement ces prix qui sont arrivés. Mais normalement, c'est pas le cas. Ouais, puis ça coûte cher aussi, on le sait pas, hein, mais envoyer en festival, ça coûte systématiquement de l'argent et plus ou moins cher selon les festivals. Donc ça aussi, des fois, si on n'a pas de distributrice, c'est de sa poche qu'on le fait.
Oui, il y a ça aussi. Après, un petit avantage, moi, la première internationale à la Berlinale, ça m'a fait lever beaucoup des waivers des autres festivals. Donc, il y a ça aussi. À partir du moment où on a un gros festival qui a validé le projet, ça rend ce processus plus facile parce que les festivals viennent vers nous et non l'inverse. Oui, c'est vrai. Petite anecdote, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça, je vais le faire quand même. J'ai discuté avec une programmatrice à Montréal de festival et qui me disait qu'elle avait pris un court-métrage qui avait un peu rien à voir avec la catégorie dans laquelle il était, mais parce qu'il avait été pris à Cannes. Et je trouvais que c'était assez parlant sur comment ça fonctionne les festivals. C'est qu'effectivement, une fois que tu as un gros festival, ça vient quand même faire pas mal carte de visite. Après, des fois, pour le mieux, parce que ton film, pour le coup, il est vraiment super. Celui qu'elle décrivait, il l'était un petit peu moins. Voilà, j'étais jury sur cette catégorie fun fact. Bref, alors on va maintenant parler un petit peu plus de ton cinéma. Comment est-ce que tu le décrirais en 3 mots? Voilà, petite question ludique. Ce serait quoi 3 mots pour parler de ton cinéma? Alors, je pense subjectif. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être aussi... le mot « écoute » me parle assez, et je pense qu'il n'est pas incompatible avec la subjectivité. Je pense qu'on peut être très subjectif tout en étant très à l'écoute des personnes qu'on filme ou des histoires qu'on raconte. Et puis peut-être réactif, parce que je me positionne beaucoup en réponse à des choses. Ouais. Ah, les 3 vont bien ensemble, ça marche très bien, avec tes 2 films d'ailleurs. Tu as parlé de subjectivité, et c'est vrai que c'est quelque chose que tu montres dans les films, que tu visibilises, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateuristes de documentaires qui parfois s'invisibilisent, ce qui est aussi techniquement une façon de montrer sa subjectivité, mais enfin, c'est pas le sujet. Dans le premier film que tu m'as envoyé, Out of the Blue, c'est ta voix qui existe et qui montre que tu es là. Dans le deuxième, c'est non seulement ta voix, mais aussi ta présence, parce que tu es dans les plans. Donc pour toi, quelle est ta juste place dans les films? Où est-ce que tu dois exister, tu penses, en tant que réalisatrice, sachant que ça peut se modifier, bien sûr, tout au long des projets. Mais c'est quoi ton rapport avec ta place dans les films? Je pense que... Pour moi, c'est quelque chose que j'essaye de trouver le plus possible par rapport au sujet. J'exclus pas un jour de faire un projet dans lequel je sois très très peu dedans. Mais pour moi, c'est important de quand même toujours situer mon regard, d'où je viens. Parce que des fois, je peux avoir une impression sur une situation qui n'est pas le regard du ou de la protagoniste. Et du coup, de juste... faire ça de façon implicite en n'étant pas présente dans le film, ça me gêne un peu. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire que d'être autant présent que je le fais, mais pour moi c'est un petit peu une manière de recontextualiser ma parole et mon regard et de pas prétendre que c'est plus que ça. Est-ce que pour toi, c'est, comme tu dis, ça va peut-être évoluer, mais c'est une étape pour toi parce que c'est quand même un peu à contre-courant de beaucoup de documentaires, surtout ceux qui sont, on va dire, grand public, où on invisibilise totalement. Et donc de passer par vraiment marquer ta présence, ça vient un petit peu faire... Pour le moment, il faut que je la montre et après, je verrai comment je vais la travailler. Oui, je pense qu'il y a ça, mais après, pour moi, c'est toujours ce questionnement de quelle place prendre pour ne pas non plus en prendre trop. J'exclus pas de raconter des histoires qui sont pas à propos de moi et du coup je veux pas les rendre à propos de moi si c'est pas la question. Donc je pense qu'il y a toute cette question là à prendre en compte. Ok, une tension hyper difficile et hyper passionnante. Moi, je le fais aussi dans la littérature documentaire, de faire comment rendre compte de ma présence sans voler la place de la protagoniste, mais en même temps, je peux pas ne pas montrer que c'est moi qui récupère ces mots et qui fait quelque chose de ces images finalement. Mais c'est intéressant, ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu dans un livre sur la question de l'objectivité et de la subjectivité. Et en fait, ça twiste un peu le cerveau, mais qui dit qu'aujourd'hui, en fait, finalement, ce qu'on a défini comme l'objectivité, c'est tellement fermé que c'est devenu de la subjectivité, en fait. Et que la subjectivité, telle qu'on pourrait la faire aujourd'hui, c'est-à-dire me rendre disponible, montrer que je suis là à mes biais, ce serait plus objectif, finalement. Est-ce que ça te parle comme réflexion ? Oui, ça me parle parce que c'est vrai que les films qui ont des marques de subjectivité de tout type, c'est pas forcément la présence de la réalisatrice à l'écran, ça peut être à d'autres choses, mais disons qu'ils sont très clairs et évidents sur depuis où on parle. En fait, moi, en tant que spectatrice, ça me donne les outils pour réinterpréter ce qu'on me donne. Et du coup, ça me donne plus de pouvoir qu'un film qui prétendrait être objectif en masquant le point de vue, en fait. Oui, qui, au final, moi, je trouve serait plus subjectif qu'autre chose. Avant qu'on continue, est-ce que tu serais d'accord un petit peu de nous décrire les 2 films dont on va parler pour que les gens qui écoutent puissent un petit peu contextualiser ce qu'on va raconter ?
Oula, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cet exercice. Je peux t'aider si tu veux. Mais du coup, ouais, Ours, c'est un documentaire qui est parti de la demande d'un vidéaste amateur qui habitait près de mon école et qui avait filmé des ours au Canada et en Russie il y a 15 ans à peu près. Il a fait plusieurs voyages là-bas et il avait cette collection de cassettes et il cherchait quelqu'un pour digitaliser ces images et faire un film sur les ours. Moi, je m'intéressais beaucoup à la question du regard sur les animaux, du regard en tant qu'humain, humaine, etc. Et du coup, ça m'a intéressée, je l'ai contacté, je savais pas trop dans quel contexte faire ça, donc ça a pris pas mal de temps. Et quand c'est devenu plus concret et que j'ai commencé à vraiment digitaliser les cassettes, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas que filmé des ours, mais aussi des femmes dans la rue à leur insu. Par moments, elles s'en rendent compte, mais elles peuvent pas vraiment réagir. Et du coup, j'ai décidé d'en faire la thématique du film et de filmer nos discussions autour de ça. Et Out of the Blue traite aussi de questions de regard, mais un peu différemment, parce que en fait, ça faisait partie de mon travail de théorie à la base. Donc, c'est vraiment un essai vidéo, au sens peut-être un peu académique du terme, mais je voulais travailler sur le regard masculin ou le regard sur les scènes de sexe et comment ça implique en fait notre propre imaginaire érotique ou les liens entre les deux. Du coup, j'ai retravaillé à partir d'images de la vie d'Adèle, mais que j'ai quand même pas mal détourné avec un effet, donc on voit plus directement les images, on voit uniquement les contours des silhouettes. Ouais, j'ai mis un point d'interrogation, je sais pas si tu as vu dans les questions que je t'ai envoyées, mais tu les as rotoscopées du coup, les images, tu as redessiné par-dessus ou pas vraiment ? Non. C'est beaucoup plus simple que ça, en fait. J'ai vraiment bidouillé des effets dans Première et il y en a un qui fait ça et je me suis dit que c'était bien. Mais je dois régulièrement préciser auprès de festivals d'animation que non, du coup, c'est pas de l'animation. Merci pour cette précision. Du coup, justement, on va, pour continuer dans ce rapport au documentaire, on va parler un petit peu de ton rapport à l'imprévu. Out of the Blue a un petit peu moins cet accueil de l'imprévu, vu que c'est quand même très contrôlé, vu que c'est des images qui existent déjà, sur lesquelles tu repasses, sur lesquelles tu mets une voix. Par contre, dans Ours, c'est totalement un rapport à l'imprévu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu racontes, c'est le fait d'avoir commencé par faire un film sur les ours. On le voit dans le film, en fait. Tu commences par nous montrer des images d'ours et nous raconter que, je sais pas, en fait, le nom de ton protagoniste, il s'appelle Ours dans le film, mais que Ours, donc ce monsieur qui a fait les images, voulait un documentaire, que tu as commencé à le faire. Et c'est après, bien après, un petit peu après que tu nous racontes un peu la découverte de ces images. Donc tout ça pour dire que tu montres littéralement qu'il y a eu un imprévu dans le film. Et du coup, je me demandais comment tu prends cette décision finalement pendant que tu fais le film. Comment est-ce que tu décides qu'en fait, le film que tu voulais faire, ça va pas être ça et que ça va être autre chose ? Comment tu l'intègres dans tout ce processus de création ? Alors, en fait, ça s'est fait un peu petit à petit parce que quand j'ai vu les premières images, j'ai d'abord été un peu dans le déni. Je me suis dit, mais non, il a juste fait des images en ville et il se trouve que c'est des femmes sur des images. Mais en fait, il a fallu quand même pas mal de répétitions pour que j'arrête de nier ça, puis de dire que non, il y avait un truc systématique dans ces images. Et puis, ça me dérangeait vraiment. Et en fait, j'arrivais pas à ignorer ça. Et alors que c'est vrai que la question s'est posée, c'est un court-métrage, je pourrais ne pas tout raconter, voilà, mais pour moi, ça me dérangeait trop pour que je l'aborde pas. Mais par contre, une fois que j'avais décidé de l'aborder, la question la plus difficile, ça a été comment, que faire de cet imprévu et puis quelle forme peut être juste dans cette situation un peu impossible avec tous les différents rapports de force qui se jouent. Et au départ, j'avais prévu de faire juste de la voix off sur ces images d'archives et de pas du tout l'impliquer parce que j'avais pas envie d'avoir ces discussions avec lui, mais je me rendais bien compte que c'était pas possible. Il y avait le pouvoir que j'avais sur ces images me dérangeait. Après, moi, rester derrière la caméra et le filmer, je trouvais ça compliqué aussi. C'était aussi reproduire quelque chose que j'avais pas envie de reproduire. Donc il y a eu un peu ce truc évident de on doit être les deux à l'écran, et je pense que ça a été ça un peu la clé de cet imprévu. Mais on s'est rendu compte en fait au montage avec la monteuse que c'était vraiment important de raconter ça dans le film et de mettre tout le contexte du projet. Donc d'avoir aussi le moment de basculement et que le public puisse le vivre avec moi. Oui, ce qui nous offre un accès, c'était entre autres ça que je disais par la dimension autoréflexive de ton film, qui nous montre un accès sur le processus de création du film. Et en fait, comment est-ce que tu as abordé ça avec ton protagoniste ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... comment tu lui dis, en fait, j'aimerais plutôt parler de ça plutôt que de tes images d'ours ?
Alors, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était possible avec ce protagoniste-là. Il y a déjà que Ours, en fait, on se connaissait déjà depuis presque 2 ans, parce que quand il nous a contactés, j'étais en première année. Donc il y a eu beaucoup de discussions où il m'avait montré les images du coup des ours directement sur sa caméra. Enfin, il y avait déjà un lien de confiance. Et aussi, pour le coup, avant que je découvre les images, avant que le sujet change, moi j'avais déjà senti que c'est quelqu'un qui était très enthousiaste à l'idée de faire un film. Et qu'il avait vraiment envie de participer à ce film et tout ça. Et moi, ça m'a un petit peu inquiétée parce que je me suis dit, mince, est-ce qu'il se rend vraiment compte de qu'est-ce que c'est d'être le protagoniste d'un documentaire. Du coup, j'avais déjà un peu discuté de ses attentes. Je lui avais expliqué que si je faisais un documentaire, ce serait moi à la réalisation et que, un peu toute la question des décisions, que ça serait peut-être pas que des choses dont il est fier, que c'était pas une publicité, des choses comme ça. Et en fait, il était très au clair là-dessus et c'était pas quelque chose qui le gênait. Moi, il m'a dit, personne n'est parfait. Moi, j'ai pas de problème à parler de mes défauts. Enfin, j'ai pas. Donc, c'est quelqu'un qui, sur ce point-là, a en fait une certaine transparence et une certaine ouverture. Et du coup, le fait qu'il y ait eu cette discussion en amont sur les attentes, ça a quand même passablement facilité le changement de sujet et tout ça qui s'est fait après un peu en plusieurs étapes. Mais effectivement, la première confrontation à propos de ces images, vraiment le changement de cap, il est dans le film. C'est la discussion dans la salle de montage, c'est vraiment ce moment-là. Mais après, on en a aussi rediscuté, aussi entre les tournages, parce que c'était espacé en fait. On a tourné peut-être 6 après-midi en tout, mais avec chaque fois une semaine entre deux. Et la possibilité pour lui aussi de m'appeler, de rediscuter avec moi s'il était inquiet de certaines choses, etc. Puis après au montage, il y a eu aussi des discussions et tout. Donc il y a eu cet accompagnement un peu en parallèle de tout. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis de gérer l'imprévu pour lui. Mais après, ça restait une déception quand même. Lui, il aurait voulu son film sur les ours et ça, on peut pas le retirer non plus totalement de l'équation, quoi. Non, bien sûr. Bon, il a le premier plan. Non, mais en vrai, je comprends totalement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça amène tout cet envers du décor du documentaire qui est peu discuté, qui est toute l'éthique autour des entrevues. Et en fait, quelle marge de manœuvre est-ce que lui, il avait? Quelle marge tu lui laissais? Parce qu'au final, veut pas, c'est quand même toi qui décides ce que tu vas pouvoir le laisser décider dans ton film. T'avais mis où le curseur, on va dire, de ce qu'il pouvait refuser ou ce qu'il pouvait accepter? J'avais pas mis une liste dans ma tête. Je m'étais pas forcément fixé des règles précises, mais je pense que le fait que j'ai expliqué le plus possible en parallèle tout au long pourquoi on faisait les choses, j'ai pu désamorcer les choses qui l'inquiétaient. Et du coup, il n'y a pas vraiment eu un point de conflit où il a dit « ça, je veux pas ». Le musée, il avait un peu peur. Avant le tournage, aussi après, il m'a dit « mais mets pas le musée, je vais avoir l'air bête » ou des choses comme ça. Mais quand il l'a vu dans le montage, en fait, il trouvait que ce que j'en avais fait et aussi la parole que je lui donne au sein du film, en fait, c'était équitable. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui l'a aussi convaincu et qui a maintenu la confiance. C'est que je le laisse vraiment parler dans le film et j'ai pas... On a vraiment tout fait pour pas être malhonnête vis-à-vis de sa parole. Oui, ce que je trouve qui est un peu une des clés finalement quand tu fais du documentaire avec des gens, c'est cette transparence et créer un lien de confiance qu'il ne faut pas rompre. Et ce qui peut-être déplace la question de est-ce que tu acceptes ou pas telle image, c'est plutôt est-ce que tu comprends telle image et pourquoi je la mets dans le film que je trouve plus intéressant. Et c'est vrai que la scène du musée, pour la contextualiser un peu, c'est un moment où vous êtes dans un musée et vous regardez des tableaux et notamment vous essayez de deviner si les tableaux ont été peints par des femmes ou des hommes. Et moi, j'ai trouvé que cette scène, elle était hyper intéressante parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on découvre son métier aussi et où il explique qu'il vient d'un milieu prolétaire plutôt et qu'il vient insérer un autre rapport de force finalement dans le film parce que jusque-là, c'était plutôt le rapport de force homme-non-homme. Et là, il se trouve qu'il y a un rapport de classe aussi qui se crée dans cette scène-là. Oui, en fait, il y a plein de rapports de pouvoir différents entre nous. Il n'y a effectivement pas que la question du genre. Enfin, il y a la question de la réalisation protagoniste et il y a la question de la classe, effectivement. Mais pour moi, c'était vraiment hyper important de situer nos paroles et puis pas de donner l'impression que ça, c'est dans le vide. Mais c'est compliqué et en même temps, je sais qu'il y a eu certains retours là-dessus en festival de dire oui, mais en même temps, toi, tu as fait des études de cinéma, lui pas. Et
c'est vrai que oui, ça fait partie de notre conversation, mais je trouve que cette conversation, elle a de la valeur quand même, elle est importante quand même. Mais effectivement, il faut être transparent depuis où on parle sans que ça devienne un truc condescendant, en fait. Enfin, mais ouais, c'était une grande discussion pendant la production aussi, si c'était juste de faire un film comme ça ou pas. Mais je trouve que c'est compliqué. Il y a vite quelque chose d'un peu condescendant quand on dit genre « Ah non, mais je veux pas parler avec cette personne parce qu'elle a pas eu les mêmes outils que moi. » Enfin, je trouve ça bizarre aussi. Oui, puis je trouve que moi, cette scène, je la trouve hyper importante dans ton film parce que dans ce moment-là, seulement, il y a quand même les rapports de force qui sont inversés. Et en fait, que tu acceptes en fait, de montrer ça, que dans ce moment-là, c'était toi qui avais le pouvoir parce que c'est toi finalement qui connais beaucoup plus l'histoire de l'art et la façon dont les choses sont faites que lui. Je trouve qu'on a vu très peu de films en fait, qui parlent des questions féministes, qui se permettent de montrer, mais en fait, le féminisme, tu peux pas le dissocier aussi des rapports de classe et d'autres rapports de pouvoir. Donc je trouve que c'est hyper bien, en tout cas de mon point de vue, de l'avoir mis. Mais ce qui était donc une question que je voulais te poser aussi, c'est que tu fais ce geste dans Ours où, en fait, comme tu l'as dit, tu ne restes pas derrière la caméra, tu prends cette décision de te mettre dans le plan, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde, qui est un peu comme si tu voulais te mettre à nu comme tu mets ton protagoniste. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, tu deviens un personnage de ton film quand même ? Alors, je pense que j'ai dû, par moments aussi, me regarder effectivement comme une protagoniste du film. Aussi parce que ça m'a enlevé de la maîtrise dans ces discussions. Je pouvais les préparer, mais je suis quand même à l'image. Il y a un moment, ça me met dans une position d'écoute totale qu'il n'y aurait pas dans un interview où je serais derrière la caméra. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça amène à avoir un vrai dialogue où vraiment j'écoute l'autre personne et j'essaie de dire « Ok, peut-être... » je peux aller là ou trouver où est-ce qu'on peut quand même trouver des points de rencontre, où est-ce qu'on peut se comprendre mieux. Et ça, c'était hyper intense, c'était très épuisant, c'était des très longues discussions. Hein. C'était, je pense, 2-3 heures de tournage à chaque fois. Mais d'être mise dans cette position, je pense que ça m'a vraiment créer un dialogue différent qui était intéressant. Et puis aussi, au montage, ça m'a aidé des fois de me voir comme une protagoniste tout autant que lui et d'avoir la même bienveillance aussi, dans le sens de nous protéger un peu les deux, mais aussi un peu une distance critique. Et ça, pour le coup, ma monteuse, Céline Detwiller, elle m'a aussi beaucoup aidée pour ça. Parce que moi, il y a des choses que je voulais enlever parce que j'étais trop insécure sur ma manière, les mots que j'avais mis ou des choses. Enfin, il y a un endroit, je dis que ça me dérange un peu, ou je rigole, et ça, c'était... Ou même le plan de fin, où je suis hyper mal à l'aise dans la salle de cinéma. Tout ça, c'est des choses que j'aurais pas forcément inclus en ayant le pouvoir de réalisatrice, mais d'avoir la monteuse, d'avoir Céline avec moi, ça m'a permis d'avoir cette distance pour comprendre que c'était aussi important, parce que je suis pas là pour avoir un discours parfait. En fait, ces confrontations ou ces discussions, elles sont super difficiles, et je pense que cette vulnérabilité ou cette insécurité de trouver les bons mots, c'est un truc dans lequel on se retrouve tous, et c'était important de le montrer. Oui, moi, d'ailleurs, il y a ce moment où justement, tu en voix off, tu commentes le fait que tu trouves que tu as trop rigolé quand tu as abordé pour la première fois les images. En fait, moi, ça me fait du bien de voir ça, parce que le nombre de conversations que j'ai eues où en fait, je trouvais que j'avais pas réagi de manière assez fâchée, par exemple. Et en fait, moi, ce que je trouve, où j'irai encore plus loin, c'est que j'ai l'impression que c'est ça qui permet aussi que tu crées un dialogue avec la personne, que tu n'arrives pas en militante parfaite, et que tu n'arrives pas en mode c'est pas bien ce que tu as fait, mais plus incertain, à poser des questions. Enfin, c'est plus intéressant, en tout cas, je trouve, à regarder. Quelque chose se crée, en fait. Il y a une possibilité de discuter avec la personne. Du coup, est-ce que ces rapports de pouvoir, quand tu t'es dit ça va être un dialogue, c'est quelque chose qui t'est venu en tête, que ça allait être quelque chose que tu allais devoir négocier dans les séquences que tu allais tourner? Est-ce que tu t'es dit, si on fait un dialogue, je vais devoir prendre ça en compte dans ma mise en scène, dans la préparation des séquences? Tu veux dire dans quel sens? Dans le sens où tu t'es dit, ah d'accord, donc maintenant on fait un dialogue, donc maintenant il faut aussi négocier le fait que il y a un rapport de homme-non-homme, il y a un rapport de classe. Est-ce que du coup ça va me faire plutôt filmer tel plan plutôt que d'autres? Par exemple, tu filmes beaucoup de plans de dos, très peu de plans très frontaux à part le dernier plan. Est-ce que c'est venu orienter un petit peu tes choix? Alors, je crois que pour cette histoire vraiment des images, du coup, c'est avec mon chef-op Samuel Rösli qu'on a beaucoup discuté de ça et des questions en général de regard masculin. Aussi, le livre d'Iris Bray sur le regard féminin, je pense, nous a aussi pas mal nourri là-dessus, sur l'idée de comment est-ce qu'on peut filmer autrement.
Et je crois que dans le travail de Samuel, il y avait cette idée de filmer le moins possible frontalement, mais de filmer justement un peu de dos ou de profil pour faire exister nos regards. Et qu'on regarde autre chose et que ce regard, il ait un peu une place dans l'image. Donc je crois que c'était un peu ça son idée, d'essayer le plus possible d'avoir aussi quelque chose d'assez horizontal et équitable entre nous, même s'il y a quand même des moments, le moment de la confrontation par exemple, la caméra elle est quand même de mon côté. Donc et c'est pas non plus pour rien, ce soutien il reste là aussi. Après dans les discussions en elles-mêmes, je pense que j'ai plutôt réfléchi de façon assez sincère sur Ours que je connais bien, si j'ai envie de discuter avec lui parce que ça me tient à cœur de discuter avec lui, c'est sur quel sujet que je peux l'amener, c'est quelle question que j'ai envie de lui poser. Donc c'était plutôt ça que de me dire genre ah oui tel point il va pas comprendre. Enfin je crois que je me suis pas trop filtrée là-dessus. J'ai plutôt essayé d'être sincèrement à l'écoute sur le moment et de voir où ça allait. Et voilà, il y a des jours où ça nous a amenés à des endroits plus intéressants que d'autres, mais ça fait partie du processus aussi. Complètement, c'est bien, on va pouvoir du coup faire cette transition sur une autre thématique que je voulais aborder, qui est évidemment celle du regard, puisque tu l'as nommé plusieurs fois, c'est quand même quelque chose qui traverse tes deux films, c'est la question du regard, autant de la personne qui reçoit les images, mais aussi de la personne qui les produit. D'abord, est-ce que tu es d'accord de m'expliquer un petit peu, c'est quoi du coup ton rapport avec le regard dans le cinéma ? Je me suis beaucoup intéressée de façon presque assez obsessionnelle à la notion de regard masculin et c'est quelque chose qui m'a, je pense, aussi beaucoup parlé parce que j'ai remarqué à quel point autour de moi il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient pas ça ou étaient pas forcément conscientes de ça. Du coup, c'est un truc que j'ai eu beaucoup envie de discuter et de communiquer là autour. Donc je pense qu'il y a ça qui a toujours été un peu là. Mais je pense, ça m'intéresse beaucoup cette question de qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, que les images ou les regards en général, c'est jamais neutre. Il y a toujours quelque chose qu'on projette et quel impact a ce qu'on projette ou comment on négocie ça, parce que des fois on peut pas le résoudre totalement. Et avant ce film-là, ça m'intéressait beaucoup effectivement pour la question des animaux, parce qu'on se retrouve toujours un peu à projeter des concepts d'humaines quand on regarde les animaux, et on peut pas totalement se défaire de ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Qu'est-ce que ça veut dire de filmer le vivant ? Enfin, c'est quelque chose qui me passionne, même s'il n'y a pas de réponse absolue pour en sortir. Si jamais je fais petite pub, mais on a fait une super entrevue avec un cinéaste qui s'appelle Sylvain L'Espérance, qui se pose exactement les mêmes questions et qui a notamment fait un film de montage d'archives, d'images d'animaux dans le cinéma, surtout de fiction, pour un peu questionner justement cette place du regard sur les animaux. C'est hyper intéressant tout ce qu'il raconte. Mais du coup, pour revenir un peu à cette question, je me demandais en fait comment tu intégrais cette question dans tes films. Est-ce que tu as des sujets et après tu te rends compte que ces sujets, en fait, ce qu'ils cachent, c'est une réflexion nouvelle sur le regard des images, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en premier, peut-être te dire j'aimerais, comme par exemple dans Out of the Blue, où c'était peut-être plus explicite là, où tu t'es dit je vais regarder le regard sur les scènes de sexe. Je pense que ça dépend vraiment des projets, mais j'ai un peu assez vite quand même une machine autoréflexive qui se met en route, quel que soit le sujet. Après, là, pour Ours, je pensais pas que le regard allait justement aller dans la direction du regard masculin. Là, c'est la situation qui l'a déclenché. Mais après, je pense qu'effectivement, j'ai un peu des lunettes qui me font prendre conscience assez vite de ce qu'il y a derrière les images et ce qui s'y joue. Et que pour moi, c'est important d'aborder ça. Et puis, je pense à partir du moment où on crée des images, je pense qu'il faut être consciente de qu'est-ce que font les images qu'on produit et puis que c'est pas neutre, quoi. C'est hyper intéressant parce que je lisais aujourd'hui, tu as parlé des Rhys Bray et en fait, je sais pas si tu sais, mais il y a quand même pas mal de critiques qui ont été émises envers sa théorie. Bien sûr, des critiques de gros misogynes qui ont fait « Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça ?» mais des critiques académiques un petit peu plus réfléchies. Et notamment, je sais plus le nom d'une penseuse, mais qui disait en fait que peut-être que c'était pas par le bon prisme qu'elle regardait cette histoire de regard masculin, mais que le regard masculin, il fallait inclure aussi le tournage et les conditions de production. Et c'est ce que tu dis quand tu dis, en fait, ce qu'il y a derrière une image. Parce qu'en fait, en soi, par exemple, quand tu parles de la vie d'Adèle, ce qui dérange... Après, moi, c'est vrai que ça m'avait dérangé la première fois que je l'avais vu, mais ce qui m'avait encore plus dérangé, c'était d'apprendre les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les scènes de sexe, qui étaient apparemment des conditions exécrables. Et en plus, je crois que le tournage a commencé par ça. Donc, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi quand on regarde une image ?
plus que ce que l'image nous montre, ce qui se cache derrière l'image, ce qui a produit l'image. Bah oui, quand on le sait, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ces discussions. Enfin, ça fait aussi partie des violences qui ont lieu autour de ces images. Mais ouais, je pense qu'il y a... dans le cas des images pour Ours, pour moi, il y a aussi ces deux niveaux. Il y a ce qui s'est passé sur le moment, de ces personnes qui ont été filmées à leur insu, sans leur consentement et tout ça. Et il y a ce que ces images produisent dans un deuxième temps auprès de personnes concernées, par exemple. Et je pense que c'est comme des effets différents de l'image à différents moments de son existence. Et je pense que c'est effectivement que tous les aspects sont matière à discuter. On ne peut pas se libérer d'un... Oui, et moi, en fait, il y a deux moments que je voulais aborder. Un dans Ours et dans Out of the Blue que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que je trouvais qu'il venait un petit peu compliquer cette réflexion qu'on a sur les images. Je vais commencer par le moment d'Ours parce que je trouve que c'est intéressant. C'est un moment où du coup tu remets ces images qu'il a filmées de femmes dans la rue et tu mets ta voix off qui leur pose des questions. Et des questions entre guillemets anodines où je sais plus, tu leur demandes à quoi tu rêves la nuit ou des choses comme ça. Et en fait, moi j'ai trouvé que ce moment était incroyable parce que, en tout cas comme je les ai reçues, ces images pour moi là, elles appartenaient plus à Ours, elles appartenaient à toi vu que tu te les réappropriais. Et je voyais plus le geste sexiste. Je voyais des femmes à qui on posait des questions et auxquelles elles ne répondaient pas, et donc qui devenaient un peu des mystères, on va dire, à l'écran. Et en fait, je trouvais que c'était fascinant de se dire que ces images, juste parce qu'on leur a apposé une voix off, perdent la dimension misogyne que j'ai pu percevoir avant. Et du coup, je me demandais, pour toi, est-ce que c'est ça qui s'est passé quand tu revois cette séquence-là, ou est-ce que c'était ça le but de ta séquence ? Est-ce que pour toi, on peut changer la nature d'une image par la manière dont on les manipule ? Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'était en tout cas ma tentative. En fait, j'ai passé énormément de temps avec ces images et je me suis rendu compte que je savais rien. Mais je savais rien de ces personnes et j'ai vu leur visage des centaines de fois et je ne sais rien. Et j'ai fini par me noter un petit peu tous les trucs que je savais pas à propos d'elle et tous les trucs que j'aurais pu savoir si on avait discuté. Et c'est à partir de cette liste de questions, du coup, qu'avec ma monteuse, on a construit cette scène-là. Mais c'était une question assez difficile pour nous, si on allait remontrer les images ou pas, et si on allait remontrer les visages ou pas au sein du film. Et on s'est rendu compte que pour nous, c'était assez nécessaire de le faire, aussi parce que je suis en conflit, entre guillemets, avec mon protagoniste, et si on montre jamais la raison de notre conflit, c'est assez compliqué vis-à-vis du public. Le public doit me faire confiance entièrement, ce qui n'est pas possible, je pense, avec une thématique comme ça. Mais à partir du moment où on a décidé de le montrer, il y avait la question de qu'est-ce qu'on inclut et comment on peut donner une voix à ce matériel et pas juste le remontrer. Donc ça s'est fait par inclure leurs expressions du visage quand elles regardent la caméra, par exemple, créer cette scène-là, mais aussi il y a des moments où c'est les images qui répondent à Ours. Par exemple, quand Ours il me dit que ça c'est peut-être dans ma tête, peut-être je me l'imagine, je lui réponds pas, c'est les images qui répondent à la place. Donc c'est un peu des choses comme ça qu'on a fait pour justement pas juste remontrer ces images, mais leur redonner une forme de subjectivité. Après, ça reste une construction, ça reste des personnes que j'ai pas pu contacter dans la vraie vie, que j'ai pas pu retrouver, je ne peux pas savoir comment elles se sentent vis-à-vis du film. Ça reste quelque chose de problématique à propos du projet et qu'on peut pas totalement résoudre. C'est vrai, et je trouve que la façon dont tu acceptes en tout cas de le résoudre pour le film, qui est de, comme tu dis, en fait, j'ai trouvé trop bien ce que tu as dit, j'ai regardé ces personnes et je me suis demandé les questions que j'aurais aimé les poser, et en fait c'est juste ça, tu les regardes pas comme des corps, tu les regardes comme des gens en fait, ce qui est pas le cas de Ours, en tout cas ça semble pas être le cas, mais ça permet d'enchaîner sur une autre question, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est que Ours, quand tu le confrontes la première fois par rapport à ces images, il voit pas trop le problème, parce que pour lui il les filme de la même manière qu'il filme une fleur. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, se demander un petit peu comment est-ce qu'on filme la nature, comment est-ce qu'on regarde la nature. Et dans l'idée où quand on est plutôt antispéciste, on va aller dans l'idée qu'on va trouver la bonne distance et regarder de manière la plus éthique possible les humains comme la nature. Ours, il fait un peu l'inverse, il fait je regarde tout de manière prédatrice, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, voilà, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de ce rapport-là qu'on devrait avoir avec la nature, les humains. Comment tu réagis quand il dit ça ? On le voit un petit peu dans le film aussi.
Oui, enfin après pour moi cette comparaison avec les fleurs, elle est tellement aussi symptomatique d'une comparaison qui est faite partout et il est clairement pas le seul. Les belles plantes, les belles fleurs, c'est des mots qu'on entend pour décrire les femmes. Ouais, donc cette rhétorique un peu objectifiante de c'est joli, j'ai le droit de filmer, enfin il n'y a pas de différence. Pour moi c'est un truc qui est très présent dans beaucoup d'imagerie et dans beaucoup de productions d'images. De toute façon, après la question du regard sur les animaux, au tout début de mon projet, pour moi c'était vraiment les deux au même niveau. J'avais vraiment présenté mon projet comme ils filment les femmes comme des animaux et les animaux comme des femmes, et j'avais vraiment mis les deux au même niveau. Et c'est aussi un truc où on s'est rendu compte au montage qu'en fait il fallait quand même complexifier la chose, même si effectivement, la question du regard sur le vivant, elle est importante et elle se pose. C'est pas les mêmes conséquences et les mêmes causes que dans la question du regard masculin. Du coup, on a un peu nuancé dans le montage et on les a moins mis en parallèle direct, même si effectivement la façon dont les ours réagissent quand ils se rendent compte qu'ils sont filmés, ça fait questionner les images sur les femmes et inversement. Et je pense que c'est important de réfléchir à ça aussi, mais je voulais pas non plus être dans un truc trop simpliste et unilatéral. Oui, ne serait-ce que parce qu'un ours il va pas réagir quand on va lui montrer une image de lui, alors qu'une femme potentiellement oui. Il y a comme cette distinction. Mais pour revenir un peu à cette question que moi je trouve passionnante, qui est de ce qui compose une image, ce qui peut changer en fait dans la manipulation d'une image, j'aimerais du coup revenir à Out of the Blue. Et à ce moment, à la toute fin du film, je vais te citer, je t'ai noté, où en fait tu parles du coup des images de la façon dont Kechiche filme les corps de Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, et tu dis, moi si je suis honnête, en parlant de comment est-ce que tu visualises les scènes de sexe dans ta tête, tu dis, je me vois de l'extérieur exactement comme dans un spectacle, je n'ai pas accès à ma propre expérience subjective, je ne ressens rien, alors oui, quelque part je me suis vue dans le film, mais c'est justement ce qui me dérange, plutôt que de m'y voir, j'aurais voulu regarder dans ce film. Donc, il y a déjà un très bel aboutissement de tout le cheminement de pensée, parce que tu expliques aussi toute cette notion de mise en spectacle, finalement, de l'acte sexuel. Mais moi, ce que je retiens, c'est ce moment où tu dis, mais en fait, à quelque part, tu t'es aussi vu dans le film. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, parce que tu viens un petit peu compliquer ce que tu as dit jusqu'à présent, qui étaient des images que tu, quand même, critiquais en étant dans une pensée constructive et sourcée. Mais tu les critiquais quand même. Et pourtant, dans ces images, il y avait quelque chose qui rejoignait un imaginaire que tu avais. Après, est-ce que cet imaginaire il a été structuré par la société patriarcale ? C'est une autre question. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est là où on voit un peu le pouvoir des images. C'est qu'en fait, c'est jamais une image qu'on peut que condamner moralement. Elle a aussi un régime de pensée ou une puissance esthétique propre qui va porter des choses. Et voilà, j'avais pas vraiment une question, mais je me demandais qu'est-ce que tu pensais de cette chose, des images qui, malgré le fait qu'elles ont été produites par quelqu'un, qu'elles ont un sujet, elles ont quand même quelque chose qui nous échappe et qu'on pourra pas toujours contrôler, ni dans la pensée, ni dans ce qu'on en fait, dans nos manipulations. Je pense que, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est extrêmement complexe de tout démêler là-dedans. De démêler qu'est-ce qui vient de ce que nous, on trouve esthétique ou ce qui nous parle et qu'est-ce qui vient effectivement de constructions qu'on a reçues. Et justement, pour moi, c'était important de pas prétendre que je suis imperméable à cette imagerie. En fait, j'ai grandi dedans comme tout le monde et ça m'a imprégné comme tout le monde. Et bien sûr, c'est pas que ça non plus. C'est plein de choses, je pense, qui constituent l'imaginaire érotique d'une personne. Mais je trouvais que c'était une question intéressante à poser parce que moi, j'en avais jamais discuté avec des personnes autour de moi. La question qu'est-ce que tu vois quand t'imagines faire du sexe avec quelqu'un, c'est a priori pas une question qu'on se pose, alors qu'en fait les réponses elles sont hyper intéressantes. Et je me suis posé cette question à cette période et j'ai vraiment fait le lien que mon imaginaire il était finalement très très proche de ces images que je critiquais. Et ça montre à quel point justement ces images nous influencent aussi, mais ça montre aussi que justement, ça fait partie de nous. On n'est pas imperméable à tout ça. En fait, c'est aussi des images qui sont en nous.
Maintenant, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut se les réapproprier autrement? Est-ce qu'on... Enfin, c'est pas... On peut pas les mettre en dehors de nous et dire je suis mieux que ça, je suis mieux que cette imagerie problématique. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc, ça m'intéressait cette question de négociation, ça. Et quand je dis que j'aurais préféré regarder dans ce film, c'est peut-être un peu mon souhait d'avoir des films qui proposent d'autres imageries. Même si ces imageries-là vont peut-être continuer de faire partie de moi, que c'est pas quelque chose dont je peux me défaire complètement, mais disons de proposer un maximum d'imageries différentes de la sexualité pour créer plus de désirs possibles, en fait, et avoir un peu plus de choix. Je pense qu'il y a des choses, on se les imagine pas simplement parce qu'on les a jamais vues, on n'a pas eu d'espace pour les rêver, entre guillemets. Mais ce passage du film a fait qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont venues me répondre après les projections et qui m'ont dit « Mais en fait, c'est marrant, moi, je vois rien. En fait, j'ai pas d'imagerie. » Ça a aussi été une réponse. Donc, je pense que c'est intéressant des fois d'analyser pas que les images dans les films, mais aussi les images dans nos têtes. Oui, qui sont, comme tu dis, dans un va-et-vient constant avec les films. J'aime beaucoup cette idée que tu dis, en fait, au lieu de... Parce qu'en fait, un des trucs qui peut faire peur, notamment aux hommes, dans la réflexion d'Iris Bress, c'est de dire « Ah, mais du coup, on peut plus filmer de scènes de sexe ». Et qui est une vraie question qu'on se demande quand on est féministe et qu'on voit la façon dont les scènes de sexe sont traitées au cinéma. Et j'aime bien l'idée que plutôt que de dire « Non, on supprime les scènes de sexe, notamment comme on les filme, c'est on les garde, mais on en filme d'autres manières et d'autres façons. » On multiplie les paroles et les façons de faire sur ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller vers une sorte de censure, parce qu'en fait, la censure, on sait que ça finit toujours par retomber sur les personnes les plus dominées. Donc si on essaie de pousser vers une censure, c'est nous qui allons nous la prendre dans la face en premier. Donc j'aime bien cette idée-là. Voilà, c'était une réflexion que j'avais avec ce que tu disais. J'ai pas de transition possible pour cette question, mais vu qu'on parle de la question des images et du regard sur les images, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qu'on a un petit peu discuté dans le podcast et qui est beaucoup parlé, qui est quand même qu'aujourd'hui on a des images très, très graves et très fortes qui sont celles du génocide palestinien, qui est en fait le premier génocide dont on a des images qui sont filmées. Et en fait, je sais pas toi, mais en tout cas, nous, en tant que cinéastes et critiques, ça pose forcément des questions de qu'est-ce qu'on fait quand aujourd'hui il existe des images comme ça? Qu'est-ce qu'on peut, en fait, avec le cinéma? Est-ce qu'on peut encore quelque chose? Est-ce que toi, en tant que cinéaste, c'est des questions qui te traversent un peu? Oui, c'est des questions qui me traversent, mais où j'ai malheureusement pas de réponse. Je pense qu'effectivement, le cinéma, ça peut être un outil pour retravailler des images, pour leur donner un contexte ou pas, pour leur permettre d'être vues. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas être non plus naïf sur les limites que ça pose, surtout de faire un film qui circule en festival de cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire après qu'on regarde ce film dans ces salles? Est-ce que vraiment... et quel est notre but avec ça? Est-ce que vraiment ça aboutit à des actions concrètes, collectives, pour agir face à l'urgence? Ou est-ce qu'on est plus dans un truc où on se rassure sur notre conscience de ce qui se passe? Et en même temps, il y a aussi une violence à ne pas du tout parler des choses. Donc, quelque part, je crois qu'il faut quand même faire des tentatives de parler des choses et essayer au maximum d'avoir des espaces pour, même si sur cette question, ça a été aussi très difficile parce qu'il y a eu un tel contrôle et une telle surprudence sur les prises de parole sur la question qu'il y a des fois, même plus possibilité de le mentionner dans les notamment. Et donc ça me questionne aussi beaucoup. Je pense je me pose concrètement la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'il y ait un mouvement global ou un mouvement qui ait un effet dans ce type de situation? Et ça, je suis pas sûre d'avoir la réponse. Mais je pense quand même que même si la portée est limitée, le fait d'adresser ces thématiques, d'essayer de faire quelque chose petit à petit dans différents lieux, dans différents contextes, c'est pas non plus que ça fait rien, ça fait quelque chose, mais c'est pas suffisant et je pense qu'il faut pas se leurrer là-dessus, quoi. Non, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce que tu disais, ou ne serait-ce que parce qu'on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans lesquels elles peuvent un peu passer rapidement, ces images. En fait, le fait de les mettre dans un film, ça va t'obliger à les regarder plus que ce que tu pourrais le faire sur les réseaux sociaux. Aussi parce qu'un film, aller voir un film, notamment en festival, c'est prendre la décision d'aller quelque part, de se mettre devant des images, de regarder. Et en vrai, dans une époque où, en fait, plus que le foisonnement d'images, c'est le fait qu'on les regarde plus, j'ai l'impression que le cinéma a peut-être cette possibilité de nous faire regarder encore ce truc qu'on n'a plus tendance à regarder. Oui,
C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là aussi. Je pense que tous les contextes de diffusion d'images ont leur pouvoir et leurs limites. Mais je pense que, ouais, comme tous les outils, je pense qu'il faut faire plusieurs choses en parallèle. Oui, absolument. Ce qui est, ok, c'est peut-être un parallèle un peu nul, et si ça se trouve, je couperai ça au montage. Mais je trouve ça intéressant quand c'est la question des scènes de sexe et du rapport patriarcal. On a plutôt envie de dire qu'il faudrait arrêter de regarder ça, et alors que dans la question d'un génocide, on a plutôt tendance à dire maintenant il faut regarder, et de montrer comment, dans les deux cas, c'est des dominés qui essayent de parler par rapport aux images, mais c'est pas du tout le même rapport aux images. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si ma pensée est très claire, parce que je suis en train de la faire en même temps que je te parle. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un peu au-delà de regarder, pas regarder, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on regarde. Et je pense, ouais, ça pose aussi la question de quand on montre quelque chose de très explicite. Je pense qu'il y a plein de cas où ça se justifie et il faut le faire juste parce que sinon on regarde pas et en fait il faut regarder. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a regardé ? C'est aussi une grande question. Et effectivement, ça c'est le truc que je trouve des fois un petit peu décourageant par rapport à tout ça. Tu veux dire par exemple quand on a fini de regarder l'image après le film, ou dans le film, comment tu inclus tes images pour que tu puisses réfléchir à ce que tu as regardé ? Non, plutôt au-delà du film. Mais après, effectivement, au sein du film, on peut essayer de trouver des outils et de mettre des contextes pour qu'il y ait quelque chose qui se passe au-delà de juste l'image. Mais je me pose la question dans le cas du cinéma, mais aussi dans le cas des réseaux sociaux. C'est qu'une fois qu'on a regardé le film, que le film est terminé et qu'on, je sais pas, on continue notre vie en festival de films, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Il s'est passé des trucs. Faut pas non plus tout jeter. C'est pas qu'il y a rien qui se passe, mais ouais, je trouve ça difficile quand même de mesurer vraiment l'impact que ça va avoir une fois qu'on a fini le moment où on prenait conscience et où on regardait bien. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, en tout cas dans le cas du film No Other Land qui sort en ce moment, je pense, il y a beaucoup de projections qui sont encadrées avec des discussions à la fin, et je trouve que c'est tellement nécessaire que tu peux pas juste sortir avec des images comme ça et ne pas... Même, je trouve que ce serait manquer une opportunité de créer une discussion par rapport à ça. Et toute la question d'encadrement, est-ce que c'est quelque chose que toi t'aimerais dans les films que tu fais, d'avoir des encadrements, des discussions, des espaces pour poursuivre le film finalement après ? Oui, vraiment, je défends cette idée que le film ne s'arrête pas à la fin du film. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les discussions autour. Qu'est-ce qu'on peut en développer à partir de là ? Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et ça m'est arrivé de refuser certains contextes de projection parce que je considérais que ça n'était pas adapté. On m'a proposé notamment de diffuser Ours dans des avions. J'ai dit non parce qu'il y a zéro discussion. Il y a peut-être la personne qui est à côté qui va regarder sur l'écran. Ça convient pas du tout. Après, j'étais dans une position de pouvoir le faire, mais ouais, je pense le plus possible. Il faut continuer à créer des outils de médiation, mettre en place. Ça permettra aussi peut-être de sortir les films du seul cadre où ils sont montrés actuellement, de les amener ailleurs, et puis et même un film qui est peut-être pas parfait ou pas irréprochable, le fait d'avoir une discussion autour, ça permet peut-être quand même d'en tirer quelque chose et d'aller plus loin. Je crois que j'aime bien aussi cette idée. Le fait qu'en tant que cinéaste, on a une responsabilité de faire les choses le mieux possible, mais aussi qu'on ne doit pas avoir les réponses à tout et que les réponses, elles peuvent se trouver aussi collectivement après dans la salle de cinéma. Oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que dans des projections de Ours, ça t'a permis à toi de comprendre ou de découvrir des choses que tu n'avais pas compris qui travaillaient ton film, ou même des choses politiques que tu n'avais pas comprises ? Alors oui, il y a des choses dont je me rendais un peu compte, mais moins directement parce que j'étais pas directement concernée. Mais par exemple, à Berlin, il y a eu une femme âgée qui a dit qu'elle était la fleur fanée du film. Et que pour elle, le film, il parlait aussi beaucoup d'agisme dans le regard qu'on pose sur les femmes et tout ça. Et ça, bien sûr que je l'avais remarqué au montage, mais je l'avais pas ressenti très fort comme elle aurait pu le ressentir. Donc le fait qu'elle ait pris la parole pour dire ça, je trouvais ça très important et très puissant. Et il y avait aussi, je crois que c'était peut-être des personnes russes qui, du coup, avaient une réflexion sur le rapport à la féminité et à l'objectification spécifiquement pour les femmes russes qui
apparemment. Et effectivement, c'est quelque chose de très particulier. Et du coup, il y a des personnes qui ont remis ça en contexte dans la discussion. Et donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Mais il y a eu aussi un moment très, très beau où j'ai pas forcément appris quelque chose dans le contenu, mais j'ai été très, très impressionnée par ce qui s'est passé. C'était une projection organisée par des jeunes à la Vallée de Joux, le collectif La Seine, où elles ont fait un programme de court-métrage pour montrer à toutes les personnes de la Vallée de Joux. Et il y a un monsieur qui a réagi très fort au film Ours, justement, et qui a fait une très très longue tirade pour expliquer pourquoi les femmes cherchaient à être regardées et que ça se voyait comment elles étaient habillées sur les images, etc. Mais c'était très très long, il a pris la parole très longtemps. Moi j'étais très fatiguée ce jour-là, j'ai moins réussi à répondre que d'habitude. Je me suis arrêtée au milieu de ma réponse en disant genre non, je suis désolée, en fait j'arrive plus à répondre. Et là les jeunes du collectif, un à un, une à une, ont pris le relais, ont chacune donné un élément de réponse. Il n'y a pas eu un point de son argumentation qui a tenu. Tout a été avec toujours de la bienveillance. Et c'était juste incroyable comme moment. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce truc de non, en fait, je ne suis pas là pour amener un discours parfait et avoir toutes les réponses. En fait, c'est aussi possible de répondre collectivement en tant que salle de cinéma à quelque chose qui a été dit. Et ouais, c'était trop, trop beau. Incroyable, ouais, vraiment. Et ce qui est trop beau, c'est qu'effectivement, tu n'es pas là pour faire un film... Enfin, moi, je fais la distinction entre un film politique et militant. Ou un film militant, pour moi, ce serait presque un peu un pamphlet. Et toi, c'est pas ça que tu fais. Tu amènes un film qui travaille des choses, des contradictions, de la complexité, et ensuite aux gens de se le réapproprier comme dans ce moment-là. Et c'est la preuve que ça marche. C'est trop beau. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime avec ton film, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que dans le film, autant de ce que tu décris des contextes extérieurs, il a cette intelligence de dire, en fait, c'est par le dialogue qu'on doit faire ça. C'est pas par des fois, c'est par des manifs et de la rage, mais en fait, dans beaucoup de cas, on va devoir discuter avec les gens. Et le fait que toi-même, tu le fasses à l'intérieur de ton film, c'est trop fort. Enfin, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire, j'ai l'impression. Oui, après, je suis assez d'accord avec toi que je pense qu'il faut les deux. Et je crois que ça a été pas mal mis en opposition aussi dans la réception critique. Je sais qu'il y a passablement plutôt des journalistes hommes qui ont écrit « Ah, enfin, un film féministe qui est pas agressif et tout ça ». Et moi, ça m'a un peu saoulée parce que je pense que la rage et la colère, il la faut aussi totalement. Mais après, ces discussions, on est un peu obligé de les avoir a priori, à part si, voilà, mettons s'il y a des personnes qui ne sont pas confrontées, mais moi je sais que dans mon entourage, régulièrement, je vais devoir avoir des discussions de ce type. Et du coup, j'aime bien l'idée de faire des films qui peuvent être un peu des aides ou des outils pour faciliter cette discussion. Comme ça, peut-être une partie de l'explication, c'est le film qui le fait et ça enlève un petit peu de travail à la personne concernée qui doit sinon mener l'intégralité de la discussion et faire toute cette pédagogie-là, quoi. Oui, c'est une réflexion que moi j'ai beaucoup en ce moment parce que, d'ailleurs, j'ai lu un super livre dont j'ai déjà parlé, je crois, qui s'appelle « Faire justice » de Elsa Decmarceau, qui est un livre sur la justice transformatrice et où je trouve qu'elle dit quelque chose d'hyper intéressant. Elle parle de cette espèce de dogme que maintenant on a beaucoup intégré, notamment dans le féminisme, qui est de « ce n'est pas à moi de t'éduquer », qui part d'un point de vue très légitime, qui est la fatigue de devoir toujours le faire. Et en même temps qui aujourd'hui est très problématique parce qu'en fait, s'attendre qu'une personne qui a été structurée dans le patriarcat arrive à se déconstruire toute seule sans avoir aucun support, c'est essentialisé aussi, c'est pas possible, cette personne... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème qui est qu'on ne peut pas s'attendre à ça. On va être obligé de le faire. Et oui, ça va être fatigant. Et oui, c'est chiant. Mais en fait, on ne peut pas dire c'est pas à moi d'éduquer. Parce que oui, c'est... Mais là où je trouve que c'est intéressant, désolé, mon cerveau est un peu dans tous les sens, c'est que de ce constat de c'est fatigant d'éduquer tout seul, je pense qu'on est parti du mauvais côté. On s'est dit, ah oui, c'est fatigant d'éduquer tout seul, donc on va plus le faire, alors qu'on aurait pu se dire, comme toi tu le fais, comme ça se fait dans les discussions après ton film, tout seul c'est chiant, faisons-le collectivement en fait. N'éludons plus cette discussion, n'éjectons pas les gens qui ne sont pas encore déconstruits, mais faisons-le ensemble. Et j'ai l'impression, que ton film peut clairement aider et être un incroyable outil pour faire ça, entre autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis assez d'accord avec toi. Puis c'est aussi un peu une réflexion que j'aime. Et je me dis, c'est peut-être aussi un truc qu'on peut peut-être justement faire collectivement, mais faire aussi peut-être par période. Qu'il y a des périodes où on a l'énergie de faire plus ça, on le fait pendant un moment. Puis d'autres périodes où on est plus fatigué, on se protège un peu. Et puis
on le fait moins. Mais effectivement, je pense que pas le faire du tout, c'est pas vraiment une option. Mais on peut réfléchir à comment on peut le faire en prenant un maximum soin de nous et en étant un maximum à l'écoute de nous aussi. Absolument, totalement, c'est même indispensable. Oui, mais en tout cas, ne pas s'attendre à ce que les gens le fassent tout seuls, parce que sinon, ça devient plus un développement politique, mais du développement personnel. Et voilà, on sait où ça mène un peu aujourd'hui, le développement personnel, cette belle notion toute néolibérale. Pour revenir un petit peu sur les images, ce qui est intéressant, c'est que dans tes 2 films, en fait, tu travailles avec des images, pour la plupart, qui étaient déjà existantes avant ton film. On a un peu parlé de celles que tu créais pour ton film, où tu te mettais dans le plan, mais tu travailles quand même avec les images de Ours. Et du coup, c'est quoi ton rapport à ces images qui existent ? C'est quoi ton rapport au déjà là dans le cinéma, finalement ? Alors, je pense que déjà, j'aime pas trop filmer. Sauf si c'est pour un projet de quelqu'un d'autre. Ça, j'ai fait une fois et j'ai bien aimé, parce que du coup, j'ai bien aimé chercher les images pour la vision de l'autre personne. Donc, je crois que pour être créatif ou pour avoir envie de créer, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans cette idée. Et puis, je pense qu'il y a un peu 2 choses qui m'intéressent dans le rapport aux images. Il y a le fait de pouvoir y répondre, de un peu pas juste les subir, de pas juste subir une imagerie qui me convient pas ou qui me dérange, mais de pouvoir réagir, avoir un droit de réponse, donc que ce soit sous la forme de dialogue pour Ours ou sous la forme d'un essai vidéo. Je trouve les essais vidéo très intéressants comme outil, dans l'idée qu'on puisse répondre au film et puis reprendre un petit peu de pouvoir sur un film qu'on a vu. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc puissant dans le fait justement de créer nos propres images. Et du coup, j'exclus pas d'aller plus dans cette direction à un moment. Mais je crois que, en général, quand je vois des images qui existent, déjà, ça m'intéresse trop. Et j'ai tout de suite un truc d'entrer en résonance avec, de réfléchir à ce qu'elles font. Tandis que si je dois, moi, imaginer les images, c'est quelque chose qui est plus difficile et qui est moins naturel pour moi. Ouais, ce qui est intéressant, et pour reprendre un petit peu ce que je disais avant, c'est que pour moi, c'est pas totalement incompatible de vouloir créer comment dire ça ? Parce que pour moi, quand tu reprends une image et que tu te l'appropries, à quelque part, tu la crées aussi. Bien sûr, on a discuté d'à quel point ça peut résister, mais du coup, tu crées aussi tes propres images, finalement. Juste, tu ne dois pas les construire à partir de rien du tout. Oui. Tant mieux. Des fois, c'est fatigant. Mais aussi parce que tu parlais un petit peu du fait que tu écrivais des critiques. Du coup, c'est ce qui a fait beaucoup de sens pour moi, qui est quelque chose que je me suis demandé en voyant tes films, c'est de dire, t'as clairement un rapport. Donc, de toute façon, quand tu te situes déjà aux images qui existent déjà, tu dois avoir une connaissance de l'histoire du cinéma, une certaine réflexion par rapport au cinéma qui existe. Enfin, tu dois pas, mais disons, ça aide. Et en tout cas, toi, ça a l'air de te porter. Donc, est-ce que tu as, pour toi, un rapport entre la cinéphilie, la critique de cinéma, et c'est important dans ta façon de travailler, d'aborder les images et les films que tu fais ? Alors, je pense que les outils critiques ou d'analyse de films sont importants. Et effectivement, moi, j'ai un premier bachelor en histoire et esthétique du cinéma, et ça fait partie de mon regard et ma manière de faire les films de toute façon. Donc, je pense que, de réfléchir sur les choses, réfléchir sur ce qu'on fait, ça me nourrit un peu, et de remettre en contexte aussi avec ce qui existe déjà, ce qui s'est déjà produit, des choses comme ça. Donc, oui, une certaine connaissance de l'histoire du cinéma, disons, de base que j'ai eu dans mes études, je pense que ça fait partie aussi de moi. Mais après, pour la cinéphilie ou la critique de cinéma, c'est quelque chose qui me questionne aussi un peu, dans le sens que, je trouve la critique de cinéma intéressant comme outil justement pour répondre au film. Quand c'est un outil de réponse au film, et je trouverais bien qu'il soit accessible en fait au plus grand nombre de personnes possible, qu'on puisse tout le temps écrire des lettres au film qu'on a vu après les projections, et que tout le monde puisse faire ça, et qu'il y a un espace pour ces textes-là. Je trouve ça vraiment super, parce que je crois que ce qui me dérange un petit peu, sinon, dans une autre image de la critique du cinéma, c'est le côté un peu d'expert et d'experte qui regarde le cinéma vraiment depuis en haut. Et ça, j'aime pas trop. Et je crois qu'il y a aussi un peu une certaine image de la cinéphilie qui m'évoque aussi un peu ça, l'idée d'avoir des références de grands réalisateurs et tout ça. Moi, j'ai une culture générale du cinéma quand même un peu là, parce que j'ai fait cette formation-là. Mais je suis pas dans les personnes qui sont vraiment les plus calées sur les filmographies de réalisateurs connus ou de choses comme ça. Donc, et je pense pas que ça doit être un prérequis
non plus. Enfin, je sais pas, je trouve la critique de cinéma intéressant justement pour démocratiser et faire que le plus de personnes possible aient un rapport actif au film. Ça, je trouve ça intéressant, mais moins dans un truc de regard par le haut. Je comprends, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un petit peu le 101 si tu veux faire de la critique de cinéma, c'est de ne pas te mettre au-dessus du film. Petite anecdote rigolote, moi la toute première critique que j'ai écrite, c'était dans le cadre d'un festival où je faisais partie d'un projet qui s'appelait Campus Critique, où on était des étudiants mentorés par des vrais critiques. Et moi, la première critique que j'ai faite, j'ai écrit une lettre au film. Voilà, où j'ai écrit une lettre d'amour à un film que j'avais commencé par ne pas aimer. Et puis ensuite, j'ai trouvé qu'en fait, il était drôle. Et je me suis fait gronder par beaucoup de critiques officielles pour avoir fait ça, parce qu'apparemment, c'était pas conventionnel. Enfin, moi, je revendique ma lettre au film, si jamais. Je trouvais que c'était une super idée encore aujourd'hui. Ok, donc pour toi, c'est des choses qui vont plutôt encadrer et peut-être être des béquilles à ta réflexion sur le cinéma, mais que tu vas pas nécessairement insérer dans ton film ou qui vont être dans ton processus de création. Tu fais un peu une distinction entre les deux, peut-être ? Dans quel sens insérer ? Dans l'idée que, je sais pas, vu qu'il y a toute une question, surtout dans le cinéma-essai, toute une question autoréflexive, produire de la pensée par rapport au cinéma, dans le sens où c'est pas quelque chose que tu vas mettre dans tes films, mais que tu vas penser à côté. Je sais pas si ça fait sens. En vrai, je pense que très souvent, ça vient dans le film quand même. En tout cas, c'est le cas pour Ours et Out of the Blue. Il y a de la pensée théorique qui est là aussi. Et le fait d'avoir fait de l'analyse de séquences de façon très scolaire, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais je pense que c'est aussi un peu un automatisme que je vais forcément tout le temps penser. Enfin, essayer de penser tout le temps à quand même ce que ça veut dire et tout ça. Donc, je pense que ça me nourrit. Mais j'ai peut-être pas ce truc de référence dans l'histoire du cinéma ou de... Ouais, je sais pas trop comment dire. C'est un peu là, mais je force pas activement d'aller me situer par rapport à ça. C'est intéressant parce que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans l'entrevue qu'on a fait avec Aileen aussi, c'est à quel point pour elle, le cinéma, c'était totalement instinctif. Ça devait être même instinctif. Et j'ai l'impression que toi, c'est pas forcément l'inverse, mais quand même, il y a un petit peu plus de réflexivité, ce qui est pas mieux ou meilleur. Et des fois, en tout cas moi, quand je le fais dans mes propres créations, j'ai un peu cette inquiétude de dire mais est-ce que je vais pouvoir laisser la place au geste créatif ? Au moment où j'ai l'espèce d'impulse et d'affect créatif, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à négocier, que tu sens qui coexiste, ce bagage théorique et en même temps laisser la place à la créativité ? Alors oui, mais idéalement pas seule. C'est aussi pour ça que je travaille avec des gens. Parce que justement, j'ai un peu ce côté des fois de suranalyse et de m'inquiéter de choses qui sont pas encore là et en fait qui sont des questions importantes mais qu'on peut aussi se poser plus tard. Et du coup, voilà, en tout cas, dans le cas de Ours, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était à la fois à l'écoute pour ces pensées que j'avais, mais qui arrivait aussi des fois à me dire genre non, mais en fait, c'est pas le moment. Donc je pense que c'est ça peut-être de réussir à savoir quand il faut se poser des questions. Et puis, mais après, c'est aussi OK d'être paralysé par moments. Moi, il y a plein de moments dans le processus de Ours où je me disais genre non, mais en fait, c'est pas possible, je vais jamais y arriver parce qu'il y a tel aspect. Et en fait, c'était juste, il y avait vraiment tous ces aspects. Et le fait que j'ai ce moment de blocage, ça m'a fait prendre conscience que ces aspects étaient là. Mais effectivement, il y a des moments où il faut quand même avancer. Et le fait que ça soit un film de diplôme et qu'il y ait eu les profs qui soutenaient et qui poussaient par moments aussi, c'était important de des fois me dire au pire tu le montres pas. Si tu fais ton film de diplôme, au pire si vraiment t'es pas confortable de le montrer en festival parce que tu le trouves trop problématique, c'est triste mais c'est ta décision, mais fais au moins le projet jusqu'au bout. Et ça je pense que j'avais besoin de l'entendre aussi. Ouais, du coup tu l'as bien montré pour le coup, hein. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Trop bien, on arrive gentiment à la fin de cette entrevue. Je vais te poser ma aujourd'hui classique question que je pose aux réalisatrices qui est si tu avais un budget illimité, quel est le film que tu aurais envie de faire ? Alors, du coup, j'ai entendu cette question pour la première fois quand vous l'avez posée à Aileen et j'ai trouvé sa réponse incroyable. Donc... Tout le monde a toujours des réponses surprenantes. Mais après, si quelqu'un... Une fois, j'ai posé cette question dans le cadre de totalement un autre podcast et une personne m'a répondu « Je fais un film de cuisine ». C'est très OK aussi d'avoir des idées de films des fois parce que personne ne veut jamais me donner un film. Voilà. Mais si... Enfin bref, tout ça pour dire que tu es libre de ta réponse. Mais du coup, de toute façon, c'est assez rare que j'ai des rêves de films qui demandent
des énormes budgets, mais j'ai réfléchi, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un truc improbable que j'aurais envie de faire, et je me suis dit du coup ça serait vraisemblablement un Nanny Doc parce que j'adore l'animation, mais voilà, c'est dans les trucs qui coûtent cher. Bien, et ouais. aussi j'aimerais bien faire ça dans un cadre aussi de médiation et d'ateliers, en gros faire des ateliers d'écriture dans des contextes ou des communautés qui n'ont pas forcément la parole ou qui reçoivent pas forcément la parole, et en fait je trouverais cool de faire écrire à ces personnes des futurs désirables ou des représentations utopiques de l'avenir, et de faire du coup un long métrage épisodique avec tous ces imaginaires positifs possibles, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup besoin d'imaginaires positifs, mais les imaginaires positifs sont peut-être un peu tout le temps formulés par les mêmes personnes. Donc ouais, si j'avais un budget illimité qui me permettrait du coup de payer ces personnes aussi, bien entendu, et d'engager plein de monde en leur donnant la possibilité de formuler des imaginaires positifs et faire une espèce de bibliothèque de ces futurs désirables imaginaires positifs, je pense que ça, je trouverais ça très cool que ça existe. Ah, trop bien, waouh. Merci, enfin quelqu'un qui me dit un vrai projet de film. Mais ça a l'air super. Moi, je vote pour le budget illimité. Si des producteuristes nous écoutent, contactez Morgane. Et j'ai oublié de te proposer, mais on aime bien maintenant aussi finir par une petite recommandation culturelle avec Alexandre, ou n'importe quoi. Ça peut être un livre, un film, une musique, un article de journal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager ? Je peux commencer, comme ça te laisse un petit peu le temps de réfléchir. Moi, je vais faire c'est un peu mon autopub, mais pas vraiment, où il se trouve que j'ai un roman qui est sorti, qui sort demain en librairie, mais il ne sort pas tout seul, car nous sommes 4 lauréats du prix du premier roman aux éditions de l'Eb. Et il y a donc Florent Morisseau, Diane Zinsel et Adrien Prat qui ont sorti 3 livres qui sont absolument géniaux, que j'ai lus et que je vous recommande d'aller acheter. Il y en a 2, c'est des recueils de nouvelles très drôles. Le roman de Florent est très poétique et très doux. Un roman où il écrit 4 voix qui sont dans des moments un peu charnières de leur existence. Donc je conseille d'aller acheter ces romans qui sortent aussi demain en librairie. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander, une idée ? Du coup, j'aurais 2 choses. J'aurais un film de fiction, pour le coup. C'est When the Light Breaks de Runar Runarsson. C'est un film islandais. Une fiction très très belle et très très juste. Et, c'est une des plus belles fictions que j'ai vues récemment. Et sinon, côté théâtre, j'ai vu Pour un temps soit peu de Lorraine Marx récemment, et c'était incroyable. Le nom de famille, en tout cas, est parlant. Trop bien, trop cool. J'avais entendu parler en plus du film. Je m'étais demandé si c'était bien. J'irai le voir. Merci beaucoup, Morgane, pour cette entrevue. C'était super de te recevoir. Et nous, on se revoit pour le prochain podcast critique qui est... Je ne sais pas encore sur quoi. À bientôt.